Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une consolidation qui se met en place sur les indices actions et sur les indices actions européens notamment, avec une baisse d'un peu plus de 1% ce soir pour le CAC 40 qui tourne autour de 7450 points. On a des cibles techniques idéales autour de 7385 points sur le CAC 40 cash. Donc peut-être encore un peu de chemin à parcourir pour une consolidation en bonne et due forme. Consolidation qui se fait sur un petit retour de volatilité des marchés actions. On a vu le VIX remonter autour de 19,20 ces dernières heures. Et puis un peu de stress bancaire également qui revient sur le devant de la scène un peu plus d'un mois et demi après le choc SVB, stress bancaire qui entoure toujours des acteurs du segment des banques régionales américaines, plutôt bien identifiés. Le suspect du moment s'appelle First Republic, avec une chute de ses dépôts massive qui a été révélée à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de la banque. Le titre First Republic a déjà divisé par 2 hier et continue sa chute aujourd'hui avec une baisse de 15 à 20%. D'autres banques régionales s'en sortent mieux, il faut le noter, avec plutôt des dépôts qui augmentent pour certaines banques régionales. On est en tout cas dans une séquence sans doute de restructuration, d'arbitrage autour de ce segment des banques régionales américaines. Et puis un peu d'inquiétude également, il faut le noter, sur le plafond de la dette aux États-Unis. On sort visiblement un peu des standards, du drama habituel qui revient régulièrement sur ce sujet du plafond de la dette américaine. Selon différents indicateurs de marché, le stress est identique ou même peut-être plus élevé encore que celui qu'on a pu connaître en 2011, qui fut l'année qui signa la fin du AAA américain. Ce sera un sujet peut-être à évoquer avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Du côté des publications microéconomiques, beaucoup de chiffres d'affaires trimestriels publiés aujourd'hui par les entreprises françaises. Ça se passe bien pour Vinci par exemple, qui marque un plus haut historique aujourd'hui au cours de cette séance. Plus compliqué en revanche pour Dassault Systèmes. Et puis côté américain, le bal des GAFAM a été ouvert hier soir par Microsoft et Alphabet Google. Microsoft qui écrase tout avec la solidité de son business model, une croissance de 27% dans la division Azure qui regroupe les nouvelles activités futures de Microsoft autour du cloud notamment. Le titre Microsoft est en belle hausse en ce moment sur le marché américain, et puis on notera également que les résultats d'Alphabet Google sont correctement appréciés par le marché, avec une réaction de marché qui est quand même moins spectaculaire que celle qu'on peut observer sur Microsoft. Meta à suivre ce soir après la clôture des marchés américains, avant Amazon demain soir et Apple en début de semaine prochaine pour compléter donc ces publications des GAFAM. Voilà donc pour les sujets du moment sur les marchés. Débat à suivre avec nos invités, et puis ce sera l'occasion ce soir de retrouver en décalé notre quart d'heure américain du lundi. Et oui, il fallait attendre la confirmation de la déclaration de candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle américaine, et nous pourrons ainsi en parler tout à l'heure en direct à 17h45 avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen, et c'est donc une logique de consolidation qui se met en place, notamment sur les marchés actions en Europe. Oui, les marchés oscillent entre bonnes surprises et déceptions quant aux résultats d'entreprise. Et puis quelques indicateurs laissent penser qu'un ralentissement se dessine, notamment aux États-Unis. Si en mars, les commandes de biens durables y ont rebondi de 3,2%, hors défense et aviation, elles y ont diminué de 0,4%. La prudence se trouve aussi nourrie par l'attente d'indicateurs sur l'inflation et le PIB en zone euro et aux États-Unis, sans compter que la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre tiendront leur réunion le mois prochain.
Seul facteur de hausse bien identifié, l'ouverture dans le vert de Wall Street, qui est elle-même portée par la hausse du Nasdaq. Et lui-même tiré par les résultats solides de Microsoft et d'Alphabet. Microsoft bondit de plus de 7%. Le groupe a battu les estimations de Wall Street. On retient entre autres que les produits d'intelligence artificielle ont stimulé ses ventes. Alphabet nous annonce pour sa part un programme de rachat à venir de 70 milliards de dollars d'actions. Ici aussi, les estimations de bénéfices et de revenus ont dépassé les estimations grâce à une forte demande de services cloud et à ses ventes publicitaires. Meta Platforms, eBay et Mattel publieront après la clôture de Wall Street aujourd'hui. Pour l'heure, selon Refinitiv, sur les 124 sociétés du S&P 500 qui ont déclaré des bénéfices au premier trimestre, 79% ont fait mieux que les attentes. Et puis concernant Microsoft, toujours, on a appris cet après-midi que l'autorité britannique de la concurrence bloquait le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour des questions de concurrence. Et oui, la CMA invoque les risques de trop forte concentration sectorielle. Microsoft a décidé de faire appel à cette décision. Plus en détail, le communiqué du régulateur dit craindre que l'accord ne modifie l'avenir du marché en question, que l'innovation dans le secteur se réduise et qu'il y ait donc moins de choix pour les joueurs britanniques. L'action Boeing décolle. L'avionneur a publié un chiffre d'affaires et un free cash flow supérieur aux attentes, malgré une perte plus importante que prévu. À Paris, la plus forte baisse revient à Téléperformance. Le gestionnaire de centre d'appel publie un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Le groupe a révisé en baisse sa prévision de vente annuelle. Il nous apprend aussi son intention d'acquérir la société luxembourgeoise Majorel pour 3 milliards d'euros. Téléperformance dit vouloir créer un groupe d'environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales. À Amsterdam, Majorel bondit. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche de BFT IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Greg. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Vous êtes le président de YAM Capital et Wilfried Galland à nos côtés également en plateau. Bonsoir Wilfried. Ravi de vous retrouver, directeur stratégiste de Montpensier Finance. On est dans une séquence intense en matière d'information macroéconomique. On aura les PIB de l'inflation également publiés en fin de semaine pour les pays européens, notamment le PIB américain demain après-midi. La microéconomie bien sûr. Les décisions à venir des banques centrales, Fed et BCE en début de semaine prochaine. Dans ce déluge d'informations, ce qui vous intéresse, Wilfried, de manière assez immédiate, c'est la résurgence du stress bancaire 1 mois et demi après le choc SVB, qui reste toutefois toujours assez localisé sur quelques suspects au sein des banques régionales américaines, qui restent plutôt bien identifiés toujours. Oui, ce qui est intéressant effectivement dans la séquence d'aujourd'hui, c'est que si on se rappelle ce qui s'est passé il y a 6 semaines, en fait, on s'est fait relativement peur et puis d'un seul coup, on a eu déjà une injection massive de liquidités, un guichet ouvert, on est revenu sur à peu près 40% du quantitative tightening, donc de la réduction de bilan de la part de la Réserve fédérale. Et puis tout ceci s'est calmé relativement rapidement. On trouve des solutions. Certes, la banque SVB est en faillite, mais on garantit les dépôts. Alors il y a eu un moment de flottement, mais finalement ça se passe bien et puis on passe assez rapidement à autre chose. Et on se rend compte, et c'est, je pense, une bonne force de rappel, que plusieurs acteurs régionaux sont toujours fragilisés par à la fois leurs activités, ce sont des banques, comme vous l'avez dit, qui sont spécialisées en général, et puis par la hausse quand même considérable des taux d'intérêt qu'on a vécu depuis maintenant 1 an. On a du mal à s'en rendre compte, mais ça fait que 1 an qu'on a commencé la hausse des taux d'intérêt. Et donc, on voit que le système financier a quand même du mal à se remettre complètement sur de nouvelles bases, qu'on découvre des choses, qu'il y a du stress quand même dans le système, que les volumes de crédit baissent également. On voit quand même qu'on a une contraction de crédit. Et ça, c'est un sujet qui est pas un sujet neutre, d'autant plus que dans le système financier vient se rajouter le stress lié à la dette américaine. Ouais. Et ça, on avait un peu oublié ce sujet-là.
Et c'est un sujet qui également revient. Donc en fait, on a autour du monde financier une espèce de stress. On va y revenir. Je crois qu'il y a un petit sujet sur votre micro, Wilfried, mais on va y revenir. Mais ça nous permet de parler également de la prochaine décision de la Fed la semaine prochaine, Jeanne. Il y aura des enquêtes qui sont réalisées auprès ce qu'on appelle les loan officers des banques américaines, qui vont montrer un petit peu le durcissement des conditions de crédit, le ralentissement peut-être de l'octroi de crédit sur les dernières semaines et les derniers mois. Ces enquêtes vont être publiées juste avant les prochaines décisions de Banque centrale, pour la Fed notamment le 3 mai prochain. Forcément, ce sont des éléments qui entrent désormais pleinement en compte dans la prise de décision de la Banque centrale américaine. Bien sûr, c'est ainsi qu'elle peut voir qu'il y a transmission du resserrement monétaire, entre autres, mais en tout cas, c'est en grande partie par le fait qu'il y a durcissement des conditions de crédit. Alors, il faut dire quand même que ce durcissement n'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs trimestres qu'on voit un durcissement très fort, notamment pour les entreprises. C'est moins vrai pour les ménages. Alors, c'est vrai, pour les crédits conso ou tout ce qui est lié à la consommation, que ce soit carte bancaire ou autre. C'est pas vrai pour les crédits hypothécaires. C'était moins vrai, on va dire. On pense qu'évidemment, ça va continuer de se durcir. C'est le cas également en Europe, c'est le cas partout. Maintenant, je voudrais dire un mot sur le sujet que vous avez évoqué, sur le sujet des dépôts et de la fragilité des banques. Parce que on a la chance d'avoir chaque semaine, par la Fed, les statistiques pour les petites banques et les grandes. Donc, on est très au clair. Il y a eu un gros stress au mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est que le stress est quand même pas mal enrayé. Alors, sur la dernière semaine, pour les grandes banques, il y a encore, je crois, 45 milliards de retraits, qui est en grande partie lié au fait qu'ils doivent payer les impôts. Donc, rien là très exceptionnel. Et l'autre élément que je trouve, il faut peut-être garder à l'esprit, c'est que ce stress ou ces retraits de dépôt font suite à une période Covid. Et donc, on oublie qu'on est là aussi en normalisation post-Covid. On le voit sur un graphique. L'envolée des dépôts à partir de 2020, c'est exponentiel. Alors, ça se corrige. Alors, moi, j'ai un indicateur qui, je trouve, est intéressant parce qu'il nous donne un aspect comparatif. Si vous prenez le loan to deposit, donc en bon français, le ratio dette sur dépôt. Voilà, merci beaucoup. Le ratio dette sur dépôt, vous voyez qu'il a commencé à remonter, mais on est encore très en deçà des niveaux pré-Covid, que ce soit pour les petites banques ou pour les grandes banques. Donc, c'est vrai que la Fed doit gérer ce stress. Alors, il y a une garantie implicite, pas explicite, de Madame Yellen, mais il y a quand même une garantie implicite qui fait le job. Donc, a priori, c'est à peu près géré. Et puis, pour les banques les plus fragiles, elles font ce qu'elles ont toujours fait dans les périodes de raréfaction de la liquidité, c'est-à-dire qu'elles tentent de vendre des actifs, c'est ce que fait First Republic. Et puis, sinon, il va y avoir des consolidations. Mais je trouve qu'il n'y a pas là de caractère tellement pressant. Alors, c'est un stress. On reste toujours dans un scénario non systémique. Absolument. Oui. C'est quand même important. C'est central, oui, quand on est une génération qui a connu la grande crise financière. Yves, votre lecture, là, 1 mois et demi après les premiers événements, j'allais dire, c'est presque légitime d'avoir des résurgences comme ça de stress sur des acteurs qui sont en plus des acteurs peut-être identifiés comme maillons faibles du secteur. Mais en fait, le problème est toujours là, en tout cas sur cette partie du secteur bancaire américain. Moi, je rajouterais 2 points à ce qui a été dit, ou plutôt apporter de l'eau au moulin, mais il me semble que la garantie implicite de Madame Yellen est quand même un truc assez... Je n'ai pas trouvé l'épithète, le qualificatif, mais assez exceptionnel, assez incroyable. Et ça aussi, ça a été quand même un élément, à mon sens... Elle n'a pas affirmé de garantie totale des dépôts. C'est une promesse qu'elle n'a pas faite. Qu'elle n'a pas faite. D'ailleurs, je ne sais pas réellement, puisque ça a même été quelque chose qui était potentiellement discuté au niveau plus largement du Congrès. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Oui, c'est la signature américaine. Mais il me semble que le déposant américain a bien perçu le message, que tous les agents économiques ont bien perçu le message et que ça a été quand même un contributeur rapide à la détente de l'atmosphère il y a un mois et demi.
Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose de massif. Ouais. Quand on y songe, évidemment, ça calme. Après, quelles sont les conséquences à plus long terme ? Si on parle de la crédibilité, de la gestion de la monnaie, de la banque centrale, etc., là, on peut se poser beaucoup de questions. C'est 7 000 milliards de dépôts non sécurisés, au-delà de ces 250 000, c'est ça, aux États-Unis. Je veux dire, ça a beau être la signature américaine, ça engage un peu quand même. Oui, ça engage. Oui. Le deuxième point, c'est que par rapport à ces mouvements de dépôt, on a aussi des montants, il me semble, considérables de déplacement. Là, eu égard à ce qu'on peut obtenir en termes de rendement sur le dollar, aussi il y a des déplacements vers des money market funds, c'est-à-dire l'équivalent de produits monétaires, voilà, bien sûr. Aussi accélérer ce qu'on connaît aussi en Europe, ce qu'on connaît en France, compte tenu maintenant d'une rémunération assez significative, entre guillemets sans risque sur du placement. Très très cool. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ces événements bancaires ont révélé quand même aux yeux du grand public les rémunérations qu'on pouvait trouver désormais sur des produits monétaires courts qui sont une concurrence réelle pour des produits bancaires qui en plus étaient mal rémunérés puisque les banques s'étaient bien gardées de retransmettre toute la rémunération qu'elles pouvaient obtenir, elles, désormais sur les taux de marché. Voilà, tout ça dans une situation où les banques centrales sont toujours, même si le mouvement a priori s'achève dans pas longtemps, dans une phase de remontée des rendements qu'on peut obtenir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, cette situation aujourd'hui. Donc pas de spirale systémique, mais quand même l'idée d'une grande restructuration de ces quelques milliers de banques régionales américaines. Oui, absolument. Alors, là, maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon, Wilfried. J'ai une lumière verte sur mon micro et je vous pense parlez que au reste du monde. La lumière verte est un bon signal. Comme à peu près dans n'importe quelle situation, la lumière verte, c'est un bon signal. Et effectivement, ce qu'on voit, je pense quand même, c'est... On voit que le système bancaire américain est tellement fragmenté que dans une situation de stress, il ne réagit pas comme on a l'habitude de voir le système bancaire européen réagir. Il y avait une anecdote qui me paraissait très croustillante à ce sujet-là. Vous savez que le Dakota du Nord est frontalier avec le Canada. Et donc j'ai récemment appris qu'il y avait plus de banques dans le Dakota du Nord que dans l'intégralité du Canada. Voilà. Alors c'est vrai que le Dakota du Nord a eu par le champ back-end une progression très très forte de ses activités économiques liées justement au pétrole de schiste. Néanmoins, c'est quand même un État qui est quand même... Oui. On parle ni de New York, ni de la Floride, ni du Texas. Voilà. Il y a une banque par rue, quoi. Voilà, il y a une banque par rue. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse également, donc il y a à la fois la structure du système bancaire qu'il va falloir quand même regarder de façon très précise aux États-Unis. Et le deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit que les hausses de taux ont des conséquences. C'est-à-dire que jusqu'à cet événement-là, on vivait parfois dans un monde un peu magique où on disait les hausses de taux arrivent, ils vont nous permettre d'avoir une inflation moins forte et l'économie va s'adapter. On se rend compte que lorsqu'on a un monde surendetté, lorsqu'on a accéléré la croissance par des ingénieries financières extrêmement fortes, et je ne remets pas ça en cause, on en a tous profité, lorsqu'on remonte les taux au niveau où c'est remonté, et lorsque un porteur de dette, je rappelle quand même, un porteur de dette longue américaine l'an dernier a perdu plus d'argent dans toute son histoire depuis la création du Trésor américain en 1783. Donc c'est pas rien. Et donc effectivement, au-delà des porteurs de dette, ça veut dire que tous ceux qui utilisent des leviers d'emprunt souffrent aujourd'hui et vont souffrir quand on va remettre un peu d'équilibre dans le système. Donc là, il faut être prudent sur comment est-ce que ce nouvel équilibre va se faire, et on voit que on a des pans du système qui ont du mal à s'adapter. Ça a été le cas sur l'immobilier commercial, ce sera probablement le cas sur des pans de dette liés à la dette privée, au private equity, à un certain nombre de choses qui doivent être revues. Voilà, c'est un système qui doit retrouver un nouvel équilibre, et ça n'est pas simple parce qu'on a totalement changé les paramètres financiers. À propos de l'immobilier américain, Jeanne, ça vous a pas échappé, j'imagine, mais les prix ont arrêté de baisser. J'ai vu ça, S&P Case-Shiller du mois de février, qui est quand même un indicateur de référence. Ça faisait 8 mois que les prix baissaient. Ça a arrêté de baisser. D'autant qu'on a d'autres prix de mars qui, eux, ont remonté. Et oui, donc, il y a plus d'agents immobiliers aujourd'hui qui disent que les prix vont monter que d'agents immobiliers qui disent que ça va baisser. Absolument. Donc ça ne va pas arranger les affaires de la Fed. Ça complique un peu la donne, puisque une partie de la composante logement dans les prix à la consommation est intimement liée
au prix de l'immobilier, avec un décalage d'un peu plus d'un an, mais intimement lié. Donc on attend cette baisse avec anxiété pour voir l'inflation cœur enfin décélérer. Maintenant, il y a eu un moment où les taux ayant rebaissé, il y a une répercussion immédiate sur les taux hypothécaires et il est possible que d'aucuns aient voulu se saisir de cette opportunité de loquer des taux longs à un niveau un peu plus bas et on a vu aussi les demandes de mortgage qui ont repris, etc. Je ne suis pas convaincue que ça va rester en l'état parce que, à mon sens, la Fed va être obligée de continuer à resserrer. Et je pense qu'il y a un petit peu d'optimisme dans le marché sur le sujet, quoi. C'est pas la dernière hausse de taux la semaine prochaine ? Moi, en tout cas, ça pourrait, mais ça pourrait être surprenant et surtout, ce que le marché escompte, c'est-à-dire que la Fed rebaisse ses taux rapidement, ça nous paraît très improbable. Donc, elle va tenir, voire peut-être continuer, parce que là, on a quand même des signes que la viscosité de l'inflation est grande. Ouais. Et donc, face à ce risque, ça veut dire juste dans sa communication, la Fed ne nous dira pas explicitement que c'est la dernière ? Alors, on pense vers ce qui pourrait être certains l'appellent un 25 points au quiche. Bien sûr. Au quiche, voilà. C'est-à-dire qu'avec une connotation pour dire on va tenir longtemps, ou bien tout est ouvert ou bien on sera data dependent, etc. Donc une ouverture, mais probablement pas un biais comme on l'appelle dovish. Donc parce que l'ensemble des données qu'on a, d'ailleurs c'est très paradoxal, beaucoup de données nous disent probabilité de récession pour la fin d'année élevée. Et puis, il y a un certain nombre de données beaucoup plus immédiates qui nous disent que ça va plutôt bien. Des petites craquelures dans l'emploi, mais c'est vraiment, il faut les chercher. Les salaires, ça tient. Enfin bref, ça tient très bien. Les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent. On est à plus de 200 000 depuis 3-4 semaines. Peut-être, non, mais... on les suit. Évidemment. Vous avez raison, on note. C'est ce que j'ai appelé la craquelure. Il y en a une ou deux autres, on a vu dans l'enquête sur la confiance des ménages. Alors, ils disent pas qu'il est plus compliqué de trouver un emploi. C'est toujours aussi simple, mais les perspectives à 6 mois commencent à se dégrader. Mais elles se dégradent à un niveau normal, pas à un niveau récessif. Donc, c'est lent. Ça va dans la bonne direction, semble-t-il, mais il est possible que la Fed trouve que c'est trop lent. Sur l'immobilier, Wilfried, je voyais que dans l'indice de surprise économique américain, c'était le segment, le compartiment qui apportait le plus de bonnes surprises par rapport aux attentes. Les attentes sont très faibles, l'immobilier est faible, mais tous les derniers chiffres sont un peu supérieurs à ce que les analystes attendent. Je reprends ce que dit très justement Jeanne. Déjà, c'est un point sur la courbe, donc un point, ça ne fait pas une tendance. Et ensuite, effectivement, on a eu des mouvements de marché sur les taux qui font que les mouvements sur les prix, sur les taux hypothécaires ont suivi immédiatement sur une période relativement courte. Et donc, il y a eu effectivement un effet d'aubaine, je pense, assez important. Quand on regarde les loyers qui sont demandés sur Zillow ou sur Shelter, on voit toujours une tendance quand même très nettement à la baisse. Donc ça devrait nous permettre d'ailleurs, avec l'assentiment de la plupart des banquiers centraux qui sont interrogés sur le sujet, de dire on sait que c'est un indicateur retard et on sait que ce chiffre dans les prochains mois va baisser. En fait, c'est pas vraiment ce qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est effectivement les services hors logement. Voilà, ce sont les services hors logement. La question qui se pose ensuite, c'est effectivement quelle va être la trajectoire. C'est ça qui va nous intéresser dans le discours de la Fed, et c'est effectivement plus que la décision qui semble à peu près sûre, les 25 points de base, tout le monde est à peu près d'accord sur ce sujet. C'est effectivement quelle trajectoire ils vont nous donner, sachant que dans l'histoire, la Fed résiste très très peu à la dégradation économique. C'est-à-dire que la Fed parle beaucoup avant et ensuite se couche très très vite ensuite. Est-ce que là ce sera différent ? Ils disent cette fois-ci ce sera différent. Il y a, et je comprends très bien de la part des opérateurs de marché, énormément de scepticisme parce que toute l'histoire montre que dès que ça commence à se dégrader, la Fed capitule très vite. Donc on va voir si cette fois-ci ce sera différent. Le pricing de baisse de taux, il a été très fort aussi
au moment du stress bancaire. Absolument. Parce que le stress bancaire a généré aussi, j'imagine, en bonne partie ces anticipations qui se sont un peu corrigées, mais qui sont toujours là. Mais qui sont toujours là quand même. Ils étaient très fortes, ces anticipations de baisse de taux étaient extrêmement élevées. On a là aujourd'hui de nouveau des anticipations modérées, mais tout de même de baisse de taux dès cette année, ce qui est quand même un vrai choix de marché. On verra comment Jérôme Powell règle ça la semaine prochaine, le 3 mai, pour la décision de la Fed. Yves, je voulais qu'on en vienne peut-être aux résultats des entreprises. Alors, on ne peut pas parler de tous les résultats du moment parce que c'est le déluge, mais parlons de ceux des GAFAM, Microsoft, Alphabet, hier, avec au cœur du sujet quand même la rupture ou non apportée par le GPT, l'IA générative. Quand on écoute Nadella chez Microsoft, il est très très excité à cette idée-là. Il y voit une véritable rupture, notamment en matière de recherche, de moteur de recherche. Chez Google, Sundar Pichai temporise beaucoup plus la situation. Évidemment, il est leader ultra dominant sur le marché de la recherche. Il explique que le GPT, c'est une évolution naturelle pour un acteur comme Google, avec un savoir-faire historique en matière de search. Oui, puis vous oubliez Elon Musk, Grégoire, qui a aussi temporisé. On a compris pourquoi. Le temps de lancer sa start-up, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai que Microsoft a réagi ultra rapidement. Alors, bon, il faut rappeler quand même, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment épaté. Je ne pense pas être trop à la remorque dans le suivi de cette actualité technologique, mais c'est la rapidité d'adoption. On l'a tous et on utilise tous plus ou moins. Tout ça s'est passé, je m'en souviens très bien. Fin d'année dernière, je sortais de ce plateau, discutant avec un des invités. Tout ça a été très très vite. Ouais. Je me suis moi-même branché sur le sujet et on voit avec quelle rapidité le monde s'est branché sur ChatGPT. Et avec quelle rapidité les entreprises ont intégré, ça aussi c'est une seconde surprise, cet outil avec les différentes contraintes et fonctionnalités utilisables chez les uns et les autres, mais intégré, et avec quelle rapidité beaucoup d'acteurs indépendants ont même développé des applications autour du ChatGPT. Donc tout ça montre l'importance et j'irais presque jusqu'à dire, sans trop de coquetterie, qu'on a quand même des sujets majeurs actuellement pour driver les tendances à long terme de l'économie. On voit bien la transition énergétique, un sujet des cœurs, et l'intelligence artificielle en est un massif. Alors, est-ce que cette adoption aussi rapide, aussi massive, est-ce que c'est pas le signe, justement, comme le dit Sundar Pichai chez Alphabet Google, que c'est une évolution, certes majeure, mais que c'est pas une rupture technologique comme si on avait inventé Internet, quoi? Non, probablement. Je vais pas tomber dans le discours qui nous amènerait vite au transhumanisme ou à ce genre de choses, même si c'est intéressant. Non, c'est effectivement un outil qui démultiplie les possibilités de travailler. En bref, augmenter la productivité. Et c'est vrai que souvent, l'intelligence artificielle est vue et débattue autour de ces côtés un petit peu affolants, parce que toute innovation technologique ou avancée, même naturelle, fait peur. En réalité, il faut en regarder les effets très positifs, c'est les gains de productivité, que ça commence d'ores et déjà à apporter à l'économie. Là, on n'est pas dans un truc, une technologie de rupture qui va peut-être amener des changements et des gains de productivité dans les décennies qui viennent. On est déjà dans le sujet. Donc, des GAFAM qui, avec plus ou moins de célérité, utilisent le sujet et se précipitent même dessus comme Microsoft, ça me paraît assez logique et de bonne, comment dirais-je, et une bonne nouvelle pour les actionnaires, hein, si on veut regarder ces choses. Non, moi, ce qui me marque aussi, alors c'est peut-être trop tôt, mais à ce stade, ce qui est présenté comme une évolution majeure et ou une rupture, j'en sais rien, pour l'instant, ça reste l'apanage d'acteurs dominants, traditionnels, que sont les GAFAM. Quand on regroupe les quelques valeurs qui ont le plus buzzé, ou en tout cas qui ont été le plus portées en bourse par le thème de l'IA, c'est Microsoft, c'est Google, c'est Salesforce, c'est Nvidia. Nvidia, oui. Il n'y a pas un nouvel acteur dans tout ça. Il n'y a pas de nouvel acteur. Il y a peut-être des intelligences artificielles dédiées, utilisées par les uns et les autres, mais effectivement, sur le public, on retrouve les big players qui affichent tellement d'argent. J'allais venir, et voilà, et c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est la barrière à l'entrée de l'investissement. Il faut de l'argent pour ça. Il faut beaucoup d'argent. Jeanne, productivité, ça tombe bien. On a un petit problème de productivité en ce moment au niveau mondial. Sur ce qui a été dit sur l'adoption rapide, je pense que c'est tombé au meilleur moment. C'est-à-dire au moment où les entreprises n'arrivent pas à recruter.
ce qui est un souci majeur. Donc tout d'un coup, ça représente un boost de productivité au moment où il y a une difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Donc je pense que ça explique peut-être en partie la rapidité d'adoption. Après, sur les petits acteurs, moi je pense qu'il doit y avoir une barrière à l'entrée non négligeable en termes d'investissement technologique. Et productivité et innovation technologique, c'est ce que nous dit l'histoire par rapport à ça. Les innovations technologiques ont toujours été source de gains de productivité, pas forcément. On peut déjà... Oui. Oui. Non, Oui. Ça peut prendre du temps. Mais voilà, parfois souvent même décalé dans le temps. Très souvent. Mais là, on a l'impression que c'est un retour sur investissement rapide. Ouais, exactement. Moi, j'ai l'impression, pour l'utiliser déjà depuis quelques temps, là, c'est quand même une vraie rupture. Hein. C'est quand même une vraie rupture. C'est-à-dire que je discutais avec des gens de Google qui travaillent sur le sujet. Ils sont très motivés pour essayer de rattraper Microsoft. C'est-à-dire au-delà des discours officiels disant oui, vous inquiétez pas, nous on a l'expérience des moteurs de recherche, ils mettent des efforts considérables pour rattraper très vite avec des approches qui sont différentes, mais qui leur permettraient, avec Bard en particulier, mais pas que, de rattraper leur retard, parce qu'on sent que ça bouleverse des pans entiers, en particulier de l'économie de la connaissance et des économies de services de moyen niveau. Certains spécialistes me disaient, si on calculait en termes de quotient intellectuel, ce qui est un saut quantique assez important, mais on peut calculer effectivement la capacité d'apprentissage des différentes versions de ChatGPT en le mesurant à des quotients intellectuels. Et en fait, aujourd'hui, la dernière version, la toute dernière, celle qui est payante, elle serait à peu près à 98, soit à peu près au niveau d'une intelligence, mais c'est très différent en fonction des domaines. Il y a des domaines où elle est très forte, d'autres où elle est beaucoup moins forte. Elle gagne environ 3 points de QI tous les 9 mois. En termes de vitesse. Vous imaginez, si ça continue, les problèmes sociaux et d'organisation du travail que ça peut générer, ce genre de choses. Donc il faut qu'on s'en empare très vite pour justement en faire des outils de productivité au service de la prospérité commune et pas au service d'une espèce de panique qui pourrait prendre à un moment donné dans des populations qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être mises au défi. Hein. Quand vous avez appris le codage en disant là, une fois que vous savez coder, vous aurez du boulot pour 15 ans, et que pour le codage simple, vous vous rendez compte que ChatGPT le fait très bien, ça veut dire que vous avez également un problème après de monter en compétences. Des avocats avec lesquels j'ai parlé qui utilisent ChatGPT, des avocats seniors, me disent en fait, quand on est senior, il n'y a aucun problème, ça nous aide justement, mais ça peut remplacer des collaborateurs plus juniors. Comment on fait progresser les jeunes ? Comment on fait en sorte d'avoir cette espèce de chaîne de progression entre les différents niveaux de carrière pour ne pas avoir de rupture ? Ça va être effectivement dans toutes les entreprises un véritable sujet. Non, mais là on élargit le débat, mais effectivement, ça va avoir des je vais vous ramener au marché, vous inquiétez pas. Organisationnel, pour pas dire civilisationnel. En fait, on ne devrait penser qu'à ça aujourd'hui. C'est-à-dire la façon dont on va l'utiliser, la façon dont on va apprendre à apprendre en utilisant ce nouvel outil, puisque là on franchit une étape, on parlait de codage, etc. Moi ça me fait penser, alors c'est des très vieux souvenirs, mais quand on est passé au tableur, moi je me souviens très bien du début, d'ailleurs c'était les langages Microsoft à l'époque, là je parle vraiment d'une époque très ancienne, on est passé ces petites lignes de codage pour faire ces programmes à Excel, on a gagné beaucoup de temps en termes de productivité. Là on passe à un outil qui va nous permettre, là je prends les sujets vraiment par le niveau le plus bas, c'est-à-dire la facilité, l'accélération du travail, vraiment dans notre quotidien, sur un outil qui va nous permettre d'aller énormément, beaucoup plus vite dans nos travaux quotidiens, bureautiques, etc. Rien que ça, c'est déjà un sujet majeur. Sur le plan boursier, pour l'instant, ça ne profite qu'à quelques valeurs, et JP Morgan montrait encore une fois que le thème de l'IA a boosté quelques grandes valeurs, ce qui fait que la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année est la hausse la plus étroite depuis les années 90. Oui, mais on est toujours dans ces phénomènes de concentration, quelques valeurs, mais beaucoup de market cap. Parce que ces valeurs représentent beaucoup en pourcentage du poids de la capitalisation des sociétés. Donc oui, c'est une course à la taille qui s'accélère. C'est ces phénomènes un peu exponentiels. Et effectivement, on a évoqué les raisons économiques. C'est taille des investissements qui poussent les gros acteurs, qui poussent les capitalisations et qui accélèrent. Mais sur les résultats d'hier, ce qui était intéressant d'ailleurs de voir la réaction de marché,
les résultats, par exemple, d'Alphabet sont vraiment très bons. Et en particulier, un élément qui est le fait que, pour la première fois, leur cloud est profitable. C'est quand même un point essentiel. Mais comme ils mettent moins en avant l'aspect, justement, intelligence artificielle, en fait, le marché le retient moins que Microsoft. Donc c'est effectivement intéressant. C'est un phénomène de marché parce que si on n'est pas dans ce trend-là et si on n'est pas leader dans ce trend-là, on risque effectivement d'avoir un peu de désamour de la part des investisseurs. Alors, ça me rappelle le buzz blockchain, quand on recevait des communiqués de Carrefour nous disant qu'ils utilisaient la blockchain et que tout de suite c'était le... Oui, mais il y a un lien très fort entre blockchain et intelligence artificielle. Voilà. Je reviens sur l'étroitesse de la hausse du marché américain. Jeanne, c'est forcément un signe de fragilité, de vulnérabilité pour ce marché américain ? Historiquement, ça l'est toujours. La grande question, c'est plus... on sait que la hausse est tirée par peu de valeur, ou qu'elle est concentrée sur peu de valeur, mais comment vont se tenir les résultats des autres ? Et c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sur une baisse d'activité marquée, on risque d'avoir des résultats qui se tiennent. Et c'est ça la grande difficulté. Dès qu'on entrevoit une récession, on entrevoit des baisses de bénéfices de 5 à 10%. Et on les verra ou pas. Si on ne les voit pas parce que l'activité venait à tenir, à ce moment-là, l'étroitesse de marché, elle peut perdurer pour le côté augmentation forte, mais elle peut perdurer. Donc c'est vraiment, là pour le coup, le marché reste largement impacté par le scénario macro, mais surtout la façon dont les entreprises vont le performer dans un cas ou dans l'autre. On attend une baisse modérée des profits américains encore pour les résultats du premier trimestre. Pour les résultats du premier trimestre, oui, c'est très modéré, mais si vous regardez l'année, ce qui est intéressant, l'année... le point bas, c'était maintenant, en fait. C'est maintenant, quoi. Oui. Et pour les profits, Pour les profits, si vous prenez l'année comparée à l'année précédentes, les consensus à EBS ou autres, on est aux alentours de autour de zéro, j'ai envie de dire. Donc flat. Si jamais effectivement les taux viennent un peu à s'étioler, ça nous donne des valorisations qui peuvent tenir. Ça nous fait des marchés qui peuvent pas monter fortement, mais en tout cas se tenir. Puis or, ce groupe de 5-6 valeurs, alors qui mènent la danse en termes de prix et de valorisation et de cherté également. Or, ces quelques valeurs, le PE du marché américain, il est plus le même. On est bien d'accord. Il est plus le même. Le plafond de la dette, donc, le marché nous dit cette fois c'est différent, c'est 2011. Les niveaux de stress qu'on mesure dans le marché, beaucoup plus que 2011. Ouais. Donc c'était l'année où l'Amérique perdait son triple A. C'est l'année où l'Amérique a perdu son triple A, c'est l'année où on est passé à 2 jours du défaut de paiement. Et donc là c'est pire. Pourquoi est-ce que le marché estime que c'est pire ? Et qu'est-ce qui peut se passer dans le sens où, alors bon, on peut spéculer des heures sur l'idée d'un défaut, mais la question ultime étant que va coûter un compromis au Congrès à Joe Biden pour s'affranchir à nouveau de ce plafond de la dette. En fait, moi, effectivement, quand je dis largement, ça veut dire que le coût pour se protéger d'un défaut américain en 2011, c'était à peu près 100 points de base. Ensuite, on a eu de nouveau des périodes de stress où à chaque fois qu'on devait relever la dette, mais c'était 80 points de base, puis 50 points de base, etc. Là, je regardais encore ce matin, on est à 180. Donc effectivement, c'est un an. Oui, c'est un an, exactement. Donc ça n'a effectivement rien à voir. Enfin, en termes de stress, on est vraiment très très au-delà. Ce qui se passe aujourd'hui, et vous parliez à juste titre du compromis, on n'est pas du tout encore aujourd'hui dans une logique de compromis. Et c'est ça qui fait un peu peur à tout le monde. C'est-à-dire que là, il y a une loi qui est sur le point d'être passée par la majorité républicaine. On ne sait pas trop s'ils ont les votes, mais cette loi en fait dit je vais monter le plafond de la dette en échange d'une baisse très forte des dépenses du président Biden. Tout a été fait pour que la majorité démocrate au Sénat, ou pire encore pour le scénario démocrate, Joe Biden lui-même mette un veto en disant non, mais je ne peux pas accepter ça. Et donc, dans ce cas-là, mettant son veto, il déclencherait de lui-même, il prendrait d'une certaine façon la responsabilité d'un défaut. Dans le cadre de la campagne pour la nomination républicaine qui est hystérisée par M. Trump d'une façon dont il a le secret, aujourd'hui on n'est pas du tout dans une logique de compromis. Or, toutes les institutions américaines, et en particulier cette logique de remonter le plafond de la dette, ont été conçues comme ça. Moi, ce qui me
ce qui me frappe, c'est que on n'est plus du tout dans une logique de bipartisanisme aujourd'hui aux États-Unis. Alors que tout normalement devrait fonctionner de cette façon-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a un blocage qui est considérable. Ça ne veut pas dire que relever le plafond de la dette est une absurdité. En France, ça nous serait peut-être très utile de nous rendre compte qu'en fait, on est lâche parce qu'on vote régulièrement des budgets qui sont tellement déséquilibrés en termes de recettes et de dépenses, je ne parle pas de pourcentage par rapport au PIB, que mécaniquement, ça fait monter énormément la dette. Ah bah c'est une incitation intéressante, si on le devait plafond de la voter dette. sur le plafond de la dette, je pense qu'il y aurait peut-être une prise en compte, d'un seul coup une épiphanie sur ce sujet-là de la part du public. Ça n'est pas le cas, donc aux États-Unis c'est le cas, mais en revanche, ça fonctionne si effectivement les deux se mettent d'accord. Et là aujourd'hui, effectivement, tout le monde est inquiet et un défaut américain serait extrêmement grave, à la fois pour les marchés et pour l'économie. Et encore extrêmement grave, c'est peu de le dire. Voilà, j'ai utilisé un terme le genre de choses que personne de part et d'autre du monde n'a envie de contempler, je pense. Absolument. Et 2011, je me souviens très bien de l'argument de S&P sur la dégradation du AAA. C'était déjà... Alors, il faut se remettre 10 ans en arrière. Hein. On parlait déjà de blocage politique aux États-Unis, présidence Obama. Ouais. Qu'en est-il 10 ans plus tard avec, effectivement, tout ce qui s'est passé entre-temps? Mais ça ferait de formidables plateaux où on commenterait la chose. Ouais. Oui, effectivement. Il y aurait de l'audience. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation et est-ce que ça peut être différent? Dans quelle mesure, Jeanne? Écoutez, j'ai envie de rajouter un élément qui vient mettre de l'huile sur le feu, c'est qu'en réalité, le plan des Républicains vise à suspendre ou à relever le plafond de la dette pour 1 an. Oui. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait renégocier... En 2024 pile pendant l'année électorale, ce dont Biden ne voudra en aucune façon. Ouais. Donc, il faut que le compromis se fasse sur une échéance plus longue. Ouais. Et donc, ça va être compliqué. Alors... Je ne suis pas spécialiste, mais certains politologues washingtoniens disent que si les républicains parviennent à passer leur projet, qui revient à une coupe des dépenses de 5 000 milliards sur 10 ans, pas non plus. Bon. S'ils arrivent à passer ça, ce serait en réalité, pour les politiciens, une base de négociation. Ouais. Peut-être plus facile. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, les probabilités ne sont pas complètement négligeables, mais nous, on ne retient pas que ce soit... Voilà, le scénario central reste celui du compromis, in fine, bien sûr. Compromis. En revanche, effectivement, on voit des ruées, comme on a vu il y a très peu de jours, sur les T-bills à 1 mois. Parce que le 1 mois se déboucle avant la date présumée. Ouais. Le spread entre le 1 mois et le 3 mois est considérable. Explosé. Considérable. Et on a un autre élément qu'on surveille de près, c'est que il n'y a plus beaucoup de cash disponible. Au Trésor? Oui. Alors, oui, bien sûr. On a tiré sur la ligne. Les derniers chiffres sont à 300 milliards. Mais les 300 milliards doivent tenir compte d'une partie de rentrée fiscale, pas forcément de tous. Donc, lorsque la totalité des rentrées fiscales sera comptabilisée, à ce moment-là, Janet Yellen va nous donner une nouvelle estimation de la date butoir à partir de laquelle le gouvernement ne serait plus financé. On va voir. Ça doit être cette semaine. Tout ça, Yves, c'est bon pour l'or? À nouveau à plus de 2000 $. Ah oui, ça c'est... Non, mais c'est juste. Et pour le Bitcoin. Non, mais si, mais il y a entre le stress SVB, la question sur la signature américaine, l'or reste toujours autour des 2000, un peu au-dessus d'ailleurs aujourd'hui, et puis le Bitcoin. Ah, j'osais pas le dire. Non. On vit à crédit et de plus en plus à court terme aux États-Unis. C'est des swaps de liquidité, on va peut-être passer à la semaine. Enfin on est vraiment dans une logique, effectivement, de fuite en avant, disons-le. Donc, c'est vrai qu'on constate, on entend dans les news en général, des gens qui, de nouveau, achètent beaucoup d'or, cherchent... D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est un marché qui, sur le sous-jacent, les physiques, on parle de l'or, mais d'autres métaux précieux, et sont des marchés qui, manifestement, sont dans des situations de corner potentiel en termes de livraison, puisqu'on a un marché et des prix, ceux qu'on commente, qui sont les prix marché international sur les dérivés. Et en réalité, il y a, j'allais dire, une dissymétrie de plus en plus flagrante entre les montants échangés et les sous-jacents sur le physique. Alors, de là, faisant une transition sur Bitcoin, on est dans le même
type de sujet avec quelque chose qui est là pour le coup numérique, dans une blockchain, etc., etc. Donc effectivement, j'ai tendance à dire que tout ça sont des produits de contraste en fait, par rapport à une gestion monétaire qui, voilà, et tous les errements, les psychodrames habituels, puisqu'on parle du plafond de la dette. Bon, peut-être que cette fois-ci, ça va être un peu plus grave. J'en sais rien. Voilà. Bon, on suivra ça évidemment. Ça fera partie des feuilletons des prochains jours et des prochaines semaines. Rapidement, Jeanne et puis Wilfried, quelle logique d'investissement là? Qu'est-ce qui qualifie la conduite à tenir? J'ai envie de vous dire la même chose que la dernière fois. Ouais. Je trouve que le monétaire, c'est pas un mauvais actif. Hein. pour le court terme au moins. Ouais. On reste investi, mais prudent. Ça fait un moment qu'on est investi avec un peu le pied sur le frein. Prêt à freiner. Quoi. Prêt à freiner, voilà, c'est ça. Ouais, pareil, un peu de prudence. Regardez les actifs qui ont été très très délaissés ces derniers temps, donc soit les petites valeurs, qui sont quand même très très décotées. Il y a des très belles sociétés extrêmement décotées. Pour des questions de valorisation, c'est un moment d'y aller. Disons que si on a 3 ans devant soi, je comprends. A priori, non, parce que comme là on parle que de récession, et qu'on sait qu'elle est encore devant. Donc là il faut du temps devant soi, mais là on est quand même sur des niveaux qui sont quand même très faibles. Et puis une classe d'actifs qui a été extrêmement attaquée, qui sont les obligations convertibles. Et là, si effectivement on a plutôt une phase où les taux baissent un peu, et si l'économie se tient correctement, là aussi ce sont des actifs qui ont beaucoup baissé et qui sont intéressants dans ce genre de situation. On va chercher de l'asymétrie, c'est ça. Exactement, dans les ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Wilfried Galland, Montpensier Finance, Yves Maillot, YAM Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, c'est un quart d'heure américain décalé pour nous permettre de retrouver Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous en visioconférence. Et surtout pour nous permettre de parler de la confirmation de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle. Pierre-Yves, on vous retrouve d'habitude le lundi. Et c'est vrai que le timing est plutôt bon de vous retrouver ce soir, puisqu'on sait désormais, c'est officiel depuis hier, que Joe Biden sera candidat à sa succession pour l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. Ça n'a pas l'air d'être une immense surprise, Pierre-Yves. Non, on en avait souvent parlé déjà entre nous au cours des derniers mois. Ça ne surprend personne non plus à Washington. Ça ne surprend pas non plus les Américains. Les Américains qui, quand on leur pose la question, sont assez effarés. Les sondages concordent tous sur cette question. 70% des Américains pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter, et même 51% des démocrates pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter. La cote de popularité de Joe Biden est un peu remontée depuis son point le plus bas. Il était tombé à 36% il y a un an, il est à 39% de popularité. Il a quand même 54% des électeurs qui désapprouvent la manière dont il conduit les affaires de l'État. Ce ne sont pas des chiffres très porteurs. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme en France d'ailleurs. Tiens, quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative du côté démocrate à Joe Biden ? Ce sont tous des candidats qui sont encore moins populaires. Même chose côté républicain. Tous les déboires, nous en avons parlé récemment encore, tous les déboires de Donald Trump ont profité à resserrer sa base et aujourd'hui, Donald Trump fait figure de favori pour l'investiture républicaine, alors qu'en fait, quand on pose la question à l'Américain moyen, il ne veut surtout pas d'un match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Mais pour le moment, c'est ainsi que sont les choses. Alors attention, nous sommes dans une émission boursière, donc nous sommes beaucoup dans l'anticipation. Dire que Joe Biden est aujourd'hui à 39% seulement de popularité, c'est une chose. Quelle sera sa popularité si la récession commence, cette récession que l'on nous promet depuis maintenant plus de 6 mois et qui ne vient toujours pas d'ailleurs, mais qui semble-t-il est de plus en plus vraisemblable. La marge de Joe Biden en termes de chute possible de sa popularité si une récession commence est très étroite. Et ça, je pense que c'est, outre le problème que Joe Biden est un personnage qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme même pour les démocrates, outre le fait qu'il a 80 ans,
si la récession se matérialise aux États-Unis, les choses vont être très compliquées pour Joe Biden. C'est bon. Il a les statistiques pour lui. Je crois que quand même depuis plus de 50 ans, la majorité des présidents américains élus qui se représentent sont réélus. Trump, Bush ont fait exception, je crois. Moi, ce qui me fascine, vu de très très loin, Pierre-Yves, je suis de très loin la vie politique américaine par rapport à vous, c'est l'effacement total de Kamala Harris. Je vais essayer de rester poli. On se demande à quoi elle sert. Alors je pense vice-président américain, Pierre-Yves. Oui, oui. Une partie de la responsabilité du problème de Kamala Harris revient au président Biden qui ne lui donne pas grand-chose à faire. Barack Obama avait donné beaucoup plus de responsabilités à Joe Biden lorsque ce dernier était son vice-président. Le meilleur exemple de président qui avait beaucoup compté sur son vice-président, c'était Bill Clinton qui avait chargé Al Gore de toutes sortes de dossiers. Kamala Harris, elle inaugure les chrysanthèmes, on dit ça, je crois. On l'envoie à Paris quand les Français sont fâchés. Elle va aux enterrements, elle va couper les rubans. Le problème aussi, lui faire d'elle une candidate potentielle. Normalement, c'est à elle que devrait revenir la candidature pour, enfin, le poste, la position de favorite pour l'investiture. Le problème, c'est qu'elle a une réputation aussi, et pas simplement parmi les républicains, rassurez-vous, de quelqu'un qui travaille assez peu, de quelqu'un qui est très difficile dans le travail. Il y a beaucoup de gens dans son entourage qui sont partis au bout de quelques mois. Ça tourne beaucoup dans son équipe. Donc, Joe Biden ne lui donne pas grand-chose à faire. 2, elle ne travaille pas beaucoup et elle a tendance un petit peu à considérer que tout est facile et qu'il suffit de s'appeler Kamala Harris et de sourire pour faire le job. Elle est encore moins populaire. Je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais elle ne fait pas partie des personnalités que l'on cite comme une alternative crédible à Joe Biden pour le moment. Pierre-Yves, on a évoqué dans la partie précédente de l'émission la question du plafond de la dette aux États-Unis. On ne sait pas quand ce plafond sera atteint. On sait sans doute quand même que l'horizon se rapproche et qu'il se rapproche sans doute plus vite que ce qu'on pouvait estimer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Le marché dit c'est plus grave que d'habitude et c'est peut-être aussi grave qu'en 2011, voire plus grave même qu'en 2011, l'année où on est arrivé à 48 heures du plafond de la dette et que le AAA américain a été dégradé par les grandes agences de notation. Est-ce que vous allez dans le sens du marché de ce point de vue-là, Pierre-Yves ? Moi, je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui que je ne l'étais en 2011. Je pense que le marché voit les choses avec une grande lucidité et considère au moins deux points importants. Le premier, c'est que les républicains sont beaucoup plus extrémistes parce qu'ils sont beaucoup plus faibles et que la très faible majorité des républicains à la Chambre des représentants fait que le leader de la Chambre est totalement dépendant d'une poignée d'extrémistes à la droite du parti. Et qu'il est obligé, d'ailleurs on l'a vu, avant de se faire élire Speaker, il a eu je ne sais plus combien de votes, 15, 14, 17, enfin quelque chose d'incroyable. La deuxième raison pour laquelle je suis pessimiste, c'est que Joe Biden est beaucoup, beaucoup moins centriste que ne l'était Barack Obama. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été bien intégré en Europe, en France en tout cas. Joe Biden est beaucoup plus à gauche. Donc, de part et d'autre, nous avons un canyon qui n'a jamais été aussi large et personne ne parle de compromis. C'est ce que disait très justement un de vos intervenants il y a quelques minutes. On ne parle pas de compromis. Joe Biden vient de passer 6 mois pour dire quelque chose qui était factuellement inexact, pour dire les républicains veulent réduire les programmes sociaux fondamentaux extrêmement populaires que sont le régime général d'assurance maladie, Medicare, et le régime général de retraite. C'est faux. Il y a un républicain en Floride qui a soumis un plan comme ça n'a jamais été repris par le parti, ça n'a jamais été dans la plateforme législative des républicains. Mais il a martelé ce message de manière extrêmement agressive et tout à fait électoraliste, et ça a d'ailleurs porté ses fruits.
De l'autre côté, les républicains accusent Joe Biden de toutes sortes d'horreurs. On n'est pas du tout dans un cas de figure où on se prépare à négocier un compromis. Et c'est inquiétant. Une des raisons pour lesquelles Joe Biden ne tient pas un discours, une rhétorique de compromis, c'est qu'il est convaincu que les républicains ne pourront pas passer ce projet de loi qui devait être voté hier soir et qui le sera peut-être dans les prochaines heures, et qui servirait de base à une négociation, projet de loi qui propose de réduire de à peu près 4 500, 5 000 milliards de dollars les dépenses telles qu'elles sont prévues, les dépenses fédérales, en échange d'un relèvement de 1 500 milliards de dollars du plafond de la dette. Il pense que les républicains, qui ne sont que 222 à la Chambre des représentants, ne vont pas pouvoir obtenir la majorité nécessaire de 218 pour faire passer ce plan. Dans ce cas-là, effectivement, cette négociation ne peut pas vraiment s'engager, car le roi est nu côté républicain. Dans la séquence, on suivra effectivement le vote à la Chambre des représentants. Je crois que le speaker McCarthy a laissé entendre qu'il avait les voix, mais faudra-t-il encore le prouver, le délivrer? Et puis, sur la question du timing du plafond de la dette, c'est le Trésor américain et Janet Yellen qui donnera la date à un moment donné. C'est ça, Pierre-Yves, hein? Elle la donnera d'abord quand elle en aura une bonne perception, et elle la donnera aussi au moment où, je pense, le président Biden le jugera opportun. On appelle ça le X-date. C'est une date qui dépend de deux choses. D'abord, du calendrier de dépenses fédérales, et surtout du calendrier des recettes. Nous venons de passer le 15 avril, qui était la date limite pour le paiement des impôts fédéraux. Et semble-t-il, jusqu'à présent, dans le décompte qui a été fait, les recettes fiscales sont moins élevées que prévu, ce qui porte à croire, notamment Goldman Sachs en est convaincu, que cette date absolue de nécessité, au-delà de laquelle Oncle Sam tombera en défaut si on ne relève pas le plafond de la dette, ne sera pas en août, mais sera plutôt au mois de juin. Il reste une minute, Pierre-Yves. Je suis désolé parce que c'est quand même l'événement média des derniers jours aux États-Unis, avec le départ précipité du kingmaker conservateur Tucker Carlson, qui officiait jusqu'à vendredi dernier, je crois, sur les chaînes de Fox. C'est terminé. Que s'est-il passé? Il est devenu insupportable, même pour Rupert Murdoch. Insupportable. Il s'est disputé par écrit un petit peu avec tout le monde, il a insulté tout le monde, et on a commencé à s'en apercevoir parce que dans le cadre des procédures qui sont lancées, des procédures civiles qui sont lancées contre Fox News, tous ces courriels ont été publiés. L'autre point important, c'est que des annonceurs se sont plaints. Tucker Carlson réunissait 3 200 000 personnes dans son show le soir sur Fox News. C'était plus que ses deux concurrents réunis. Malgré cela, ses propos étaient de plus en plus outranciers et rendaient mal à l'aise de grandes sociétés qui sont des annonceurs fidèles sur Fox et qui ont préféré aller ailleurs. Et je crois que la coupe était pleine, et au cours du week-end, Rupert et Lachlan, son fils Lachlan Murdoch, ont décidé qu'on pouvait se passer de Tucker Carlson, qui avait un petit contrat, un petit peu comme celui que nous avons d'ailleurs, Grégoire, 20 millions de dollars par an. J'ai vu que le cours de bourse de Fox a dévissé de 600 millions quand même sur l'annonce du départ de Tucker Carlson. Je pense que Murdoch est convaincu que ça va remonter parce que ce ne sont pas les candidats qui manquent pour remplacer Tucker Carlson. Vous savez, beaucoup de grandes vedettes de Fox News sont parties au cours des dernières années et ils ont toujours trouvé quelqu'un pour les remplacer. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour ce quart d'heure américain décalé ce mercredi soir. Mais je vous rassure, hein, le quart d'heure américain a bel et bien lieu le lundi chaque semaine, en début de semaine, donc dans Smart Bourse à 17h45 en direct. Vous retrouvez de toute façon ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.